L'activité de Montaigne, volet 2 sur 5, le gouvernement de la ménagerie. Chère auditrice, chers auditeurs, je vous propose ici la suite d'une facette méconnue de l'activité de Montaigne. Elle s'appuie notamment sur une thèse remarquable de l'universitaire francophile Georges Hoffmann, La carrière de Montaigne, traduite par Pierre Gauthier et parue aux éditions Honoré Champion en 2009. Par la volonté de son père bien-aimé, le petit Michaud est mis en nourrice chez les paysans d'un village voisin. Plutôt qu'une éducation scolaire classique, il aura un précepteur. Il s'agit de lui fournir une éducation pour bien le préparer à la vie et aux responsabilités, en lui imposant le latin pour langue ordinaire. Mais le père visait un objectif supplémentaire, nous dit Montaigne, celui de me rallier avec le peuple et cette condition d'homme qui a besoin de notre aide, et estimait que je fusse tenu de regarder plutôt vers celui qui me tend les bras que vers celui qui me tourne le dos. Quand il hérite du domaine, la ménagerie n'est pas son occupation de prédilection, mais il s'y résigne. Commander lui est commode. Il aime cependant se détourner du gouvernement de sa maison. L'inconnu et les choses nouvelles l'attirent et attisent son désir de voyager. Montaigne est aux premières loges pour entretenir toutes les relations et obligations réciproques avec les gens du château, domestiques et visiteurs. Ces interactions chronophages ne s'appellent pas encore relations humaines ou relations publiques. Elles ne sont pas, sans doute, plus aisées qu'aujourd'hui. Montaigne, avec beaucoup d'humour, prend un malin plaisir à s'autodénigrer çà et là, et à propos de sa façon rêveuse, de ses incompétences et de ses ignorances prétendues. Ici, il nous avoue par exemple ne pas reconnaître les monnaies, savoir à peine compter, ne pas distinguer les différences entre les graines, entre le chou et la laitue. Là, il se perd avec les outils, ne sait pas soigner un cheval ou un chien. L'organisation de la vie se fait au rythme du besoin de la vigne. Lors des vendanges, les gens des villes reviennent massivement dans les fermes pour se ranger au travail saisonnier. Au domaine, son âme souffre, comme celle d'un vigneron. Il y a toujours quantité de choses à régler. Je suis chez moi répondant de tout ce qui va mal, nous dit-il. Ce gros propriétaire viticole, homme avisé, excellent cavalier, doit toutefois en connaître beaucoup plus que les rudiments du vocabulaire et des techniques qu'il ne le laisse apparaître. Certaines hautes fonctions sont des charges privées à valeur patrimoniale. Elles se transmettent, comme ce fut le cas pour Montaigne, avec son poste de conseiller à la cour des aides de Périgueux qu'il obtient à l'âge de 22 ans. Il adhère à cette croyance de l'époque qui voulait que la gestion d'un domaine soit comparable à l'art de la politique et de l'administration de la chose publique. On peut en effet trouver, chez un roi comme chez un père, la même façon de commander. Son confrère Jean Bodin, théoricien politique que Montaigne apprécie, affirme que le ménage est la vraie source et origine de toute république, comme le pensèrent avant lui Platon et Aristote. À la manière de Plutarque, Montaigne fait le rapprochement entre culture du sol et culture personnelle. Voyez-vous, même si une terre fertile en jachère offre des centaines de graminées différentes, sauvages et inutiles, il faut les entretenir et en employer certaines en semences. Et par analogie avec l'éducation, en agriculture, nous dit-il, les façons de planter sont simples et déterminées. Quand la jeune pousse prend vie, cela devient plus difficile, car il y a une grande variété de façons de s'y prendre. Pareillement aux hommes, il y a peu d'industrie à les planter, mais depuis qu'ils sont nés, on se charge d'un soin divers, plein d'embesoignements et de craintes, et à les dresser et à les nourrir. Montaigne est attentif aux personnes avec qui il est en commerce. Je connais mes gens au silence même, à leur sourire, et les découvre mieux à l'aventure à table qu'au conseil. La doctrine, les modèles et les règles peuvent être nécessaires pour notre éducation, voire utiles et désirables à notre instruction. Nous y sommes aisément subordonnés. Nous pourrions nous en passer. Cependant, une âme bien née et exercée à la pratique des hommes se rend pleinement agréable d'elle-même. Voilà pourquoi ces règles sont utiles pour nous réaliser et parvenir à nos fins. Les Montagnes ont une vie animée et luxueuse. Ils s'occupent bien de leurs gens pour maintenir ordre, discipline et harmonie dans cette entreprise. Il n'est donc pas exclu de penser que Montaigne a moins de temps pour les loisirs que ce qui a été supposé jusqu'ici.
La productivité globale du domaine des montagnes est du double de la moyenne de ce qui se fait dans le royaume, performance probablement liée à la viticulture. Mais les récoltes en ces temps instables sont très vulnérables aux conditions climatiques, aux maladies, aux pillages et aux guerres. Si la position sociale revêt plus d'importance que ce que ne représente le domaine, il faut en assurer proprement le commandement et la rentabilité. Or son épouse, il n'est probablement pas ou peu secondé. Montaigne sait qu'il faut de la compétence et que ces gens méritent considération pour les sujets dont ils ont la charge. Inspiré de Sénèque, Montaigne met en analogie l'appréciation d'un homme comme on pourrait le faire pour juger de l'aptitude d'un cheval. Il n'y a pas que la robe chez l'un ou l'ami chez l'autre, l'enveloppe n'y suffit pas. Il faut aller au-delà de l'apparence pour y trouver le fonctionnement et l'harmonie de l'âme et du corps. Il observe ces gens travailler, il leur fait a priori confiance. Peu importe qu'un laquais soit chaste ou non, sa diligence et sa promptitude prévalent, nous dit Montaigne. Il ne s'embarrasse d'aucun a priori sur eux et ne les juge de leurs compétences qu'après les avoir vus à l'ouvrage. Il observe ainsi que le silence et la modestie sont qualités très commodes à la conversation. Il y a un continuum entre la vie privée et publique chez Montaigne qui englobe toutes ses relations, autant proches que larges, ainsi que ses réseaux. On le découvre à la campagne comme à la ville, ou dans les palais, toujours égal à lui-même et sans masque. Si Montaigne est généralement d'une belle tranquillité d'âme et d'humeur, sachant garder de la distance, voire de l'indifférence, il pousse parfois ses colères sur des sujets précis. Il lui arrive d'être ferme et même sévère. Quoique assez rare, il trouve acceptable, si nécessaire, de donner une gifle à son valet. Évidemment impensable de nos jours, cette façon pourtant a valeur autant pour les gens de maison et commis que pour leur maître. Il sait que la colère et la force sont contre-productives de l'efficacité et que la précipitation retarde plus qu'elle ne fait avancer. Il apprécie les gens ouverts et engagés qui s'expriment et défendent leur point de vue. Il préfère une personne qui puisse échanger avec son voisin de diverses choses et apprivoiser son entourage pour agir de manière responsable. La vision qu'offre Platon à distinguer le mâle de la femelle ou le serviteur du maître ne lui convient pas. Il affirme plus équitable et plus facilitant de montrer moins de disparité entre les gens et les maîtres. Tel un pater familias, il règne obéissance, discipline et respect dans son domaine, et ces gens, qui le craignent et l'apprécient, attendent d'être guidés. Montaigne n'est pas partisan du louage, c'est-à-dire de l'emploi de saisonniers. Il voit en cela un risque sérieux de servage. Les hommes qui s'y donnent perdent leurs facultés car elles sont pour ceux à qui ils s'asservissent. Il préfère être juste et laisser de la liberté à ces gens. Au reste, les remontrances sont en bien petit nombre. Il est un personnage attachant, au fond gentil et respectueux des êtres, et il se montre le plus souvent prudent. Mon opinion est qu'il se faut prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même. Aller contre nature ne lui convient pas, il ne tiendrait pas. Je suis trop tendre et par nature et par usage. Il n'y a pas d'organisation administrative, tout est oral dans la gestion de la ménagerie. Sur les bases de l'organisation de son père, Montaigne poursuit toutes sortes d'arrangements et combine une forme d'autonomie et de responsabilisation de ses gens via, par exemple, des rentes diverses, du métayage ou encore des baux de palus et de terres alluviales, l'emploi de moyens et d'outils partagés et à disposition sur le domaine, comme les moulins, le four, etc. Diriger une entreprise aujourd'hui, c'est aussi tenir compte d'un environnement extérieur complexe et mutant, fait de facteurs indépendants du contrôle de l'entreprise et de ses dirigeants. Tenir sa ménagerie au XVIe tient de situations comparables, avec cependant des conditions bien moins maîtrisables aux conséquences plus sévères encore. La peste, les fléaux météorologiques imprévisibles, des inondations non détournées, des guerres de religion irrationnelles, ajoutées à des guerres civiles aux fondements bien éloignés de l'intérêt général, une pauvreté de masse et une mortalité infantile sans commune mesure avec ce que nous connaissons, auxquels s'ajoute une vulnérabilité de l'existence tellement supérieure à ce que nous permet notre confort actuel, la modernité d'un hôpital, une sécurité sociale,
pour tous ou encore d'efficace solidarité via l'action d'associations et de fondations. Voilà des éléments qui témoignent de l'autorité naturelle d'un homme d'affaires avisé. Michel de Montaigne est un érudit aux multiples facettes, un type d'écrivain difficile à trouver aujourd'hui. Ses textes sont imprégnés de ce qu'il vivait, les conditions de rythme, de règles, de routine d'une vie collective vécue au domaine l'auraient-elles influencé à comprendre une discipline de soi faite de parcimonie et l'aurait-elle conduit à développer cette idée maîtresse présente dans les essais que de savoir se ménager soi-même. Fin du volet 2 sur 5 de l'activité de Montaigne, suite au volet 3. Chère auditrice, chers auditeurs, merci de votre attention. Claude Jansonnel.